Cicéron de la divination, livre 1er, section 2. Il y a plus d'un procédé divinatoire applicable soit aux affaires publiques, soit aux privées, pour ne rien dire des autres peuples. Combien de formes diverses la divination n'a-t-elle pas revêtues chez nous? À l'origine, Romulus, le père même de notre cité, a non seulement fondé la ville après avoir pris les auspices, mais a été lui-même, suivant la tradition, un augure éminent. Plus tard, les rois qui lui ont succédé ont eu recours à l'art augural et, après leur expulsion, en toute occasion, qu'il s'agit de politique intérieure ou d'une entreprise militaire, on ne négligeait jamais de prendre les auspices. Lors des aruspices ayant paru avoir une grande importance, qu'il s'agit d'obtenir des présages et de bien conduire les affaires ou d'interpréter les prodiges et de prendre les mesures jugées en conséquence nécessaires. On en emprunta toutes les règles à l'étrurie afin de ne paraître négliger aucun procédé. Ce n'est pas tout. L'âme humaine, sans suivre aucune méthode scientifique, s'abandonne d'un mouvement spontané, cela de deux façons, dans le délire et dans le rêve, à une inspiration qui échappe à tout contrôle. On a jugé que le délire divinatoire avait son organe principal dans les livres sibyllins, et on a voulu en confier l'interprétation à un collège de 10 membres choisis dans la cité. On a cru aussi que les prédictions délirantes des devins et des prophètes méritaient considération. Dans la guerre octavienne, par exemple, la prophétie de Cornelius Colielos, le Conseil suprême ne néglige même pas les songes quand ils ont un caractère nettement accusé et qu'ils semblent se rapporter à quelque objet d'intérêt public. Il n'y a pas si longtemps, nous le rappelons, que L. Julius, qui fut consul avec Pirutilius, restaura le temple de Junon sous Spita sur la vie du Sénat, en interprétant un songe de Cecilia, fille de Metellus Paliaricus.